Mais quelle fièvre au juste s'est emparée de la classe politique française? Le 22 janvier, l'Assemblée nationale a adopté une résolution contre les frères musulmans après de nombreux incidents de séance. Ce texte appelle la Commission européenne à engager une procédure pour inscrire cette mouvance sur sa liste des organisations terroristes. Le texte a été adopté après des débats houleux au cours d'une séance où les républicains avaient la main sur l'ordre du jour. Au terme de près de 5 heures de débat pour le moins agité, le texte a été adopté par 157 voix, dont celles du RN et de LR, contre 101 voix essentiellement de gauche. Non contraignant, le texte appelle la Commission européenne à engager une procédure pour inscrire, je cite, la mouvance des frères musulmans et de ses responsables sur la liste européenne des organisations terroristes et demande à l'UE, je cite, une évaluation juridique et factuelle du réseau transnational des frères musulmans. Fin de citation. Le rapporteur Éric Pauget, LR, a défendu un texte contre un mouvement politique dont le projet est de faire triompher la charia sur la loi de la République. Il a estimé qu'une telle classification permettrait de geler des financements et faciliterait l'échange d'informations entre États. Ce vote intervient quelques semaines seulement après l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste, c'est le titre de cette commission d'enquête. Une commission qui visait, selon certains commentateurs, la France insoumise accusée d'islamo-gauchisme. Comment en est-on arrivé là? Pour en parler, qui de mieux que François Burgat, politologue, grand spécialiste de l'islam politique, pour en discuter avec nous. Bonjour François Burgat. Bonjour à vous. Vous avez exercé des fonctions de direction de recherche dans différents centres comme le CNRS ou l'Institut français du Proche-Orient. Vous êtes donc, comme je le disais, un grand spécialiste de l'islam politique. On vous doit une multitude d'ouvrages de référence sur le sujet, parmi lesquels Histoire des mobilisations islamistes, 19e, 21e siècle, aux éditions CNRS, ou encore Comprendre l'islam politique, chez La Découverte. Alors, François Burgat, je suis heureux de vous recevoir sur cette chaîne pour que vous nous éclairiez un peu sur cette frénésie, cette hystérie, ou voire même cette paranoïa de la classe politique française qui a dépassé depuis longtemps le ridicule sur la question, mais qui, malgré tout, semble obéir à une logique politique. Quelle est cette logique, François Burgat? De quoi le macartisme anti-islamiste est-il le nom? On vous écoute. Bonne formulation, bonne question. Juste un tout petit point de détail. Directeur de recherche, c'est un grade au CNRS, donc j'ai fini ma carrière comme directeur de recherche. Et puis, indépendamment de mes fonctions au CNRS, j'ai exercé les fonctions de directeur d'institutions de recherche françaises à l'étranger. Dans le jargon du ministère des Affaires étrangères, on appelle ça les UMIFRE, les unités mixtes, Institut français de recherche à l'étranger. Et donc, j'ai dirigé un centre de recherche au Yémen. Et puis, plus récemment, à la fin de ma carrière, l'Institut français du Proche-Orient. Voilà pour la terminologie. Votre question est très bonne. J'ai l'impression, ça me rajeunit, vous voyez, parce que cette question-là, on la pose, la classe politique française se la pose depuis 30 ans ou 40 ans. C'est-à-dire que la dynamique de criminalisation de ceux des acteurs politiques du monde musulman qui emploient la terminologie de leur appartenance religieuse, c'est pas nouveau, ça s'exacerbe, hein, mais c'est une très très vieille chanson. Alors, il faut déjà avoir bien conscience que lorsque je dis frères musulmans, selon la personne qui emploie le terme, je fais référence à deux réalités tout à fait dissemblables. Et c'est la relation entre la réalité physique factuelle des frères musulmans et puis l'usage, l'instrumentalisation qui est faite de cette terminologie par les Occidentaux, mais pas seulement pour criminaliser une catégorie d'acteurs politiques, que je vais essayer de jalonner avec vous et à l'aide de vos questions, hein, faire une espèce de cartographie des frontières de cette relation entre une réalité historique complexe et évolutive, une association créée en 1928 qui a eu une influence non seulement en Égypte où elle est née, mais dans tous les pays arabes et dans une partie du monde musulman, et qui a même franchi la frontière sunnite-chiite, ça c'est amusant, j'espère qu'on aura le temps de le dire, avant de jouer un rôle au sein des sociétés occidentales, parce que les sociétés occidentales, à la fin de la colonisation, et compte tenu de leur politique volontariste d'immigration, ont une composante qui est musulmane. Alors,
euh, c'est difficile de documenter cette frontière pour mille et une raisons, et vous verrez que certaines d'entre elles sont, sont contre-intuitives en quelque sorte. Je vais peut-être être amené à donner raison aux gens que je combats dans la fachosphère. C'est-à-dire que euh, je me mobilise contre cette posture réactive d'une partie des musulmans de France, mais pas seulement, qui, lorsqu'on leur dit frères musulmans, évidemment, ils ne sont pas frères musulmans. Ils n'ont absolument aucune relation organisationnelle avec la confrérie créée par Hassan el-Banna en 1928 et qui a essaimé et qui a une réalité institutionnelle dans la société française. Mais ils n'ont aucune relation. Alors ils disent, frères musulmans, je ne connais pas, j'en ai entendu parler, j'en ai jamais entendu parler, c'est une bande de fous, j'ai rien à voir avec eux. Et moi, je me mobilise contre cette posture qui est légitime parce que tout musulman ne doit pas se laisser, quand il se fait traiter de frère musulman, c'est une terminologie qui est discriminante, qui se veut insultante, qui se veut criminalisante. Donc évidemment, tout musulman a le droit de dire je ne suis pas le criminel extrémiste que vous suggérez en utilisant cette terminologie, mais il n'empêche que entendre un musulman dire j'ai rien à voir avec les frères musulmans, moi ça me choque. Et je pense que c'est contre-productif. Et c'est cette. Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous choque précisément? Eh ben, moi je dis, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Il faut dire qu'est-ce que c'est les frères musulmans? Qu'est-ce qu'ils ont fait? À quoi ils ont servi? Qu'est-ce qu'on connaît réellement d'eux? Et est-ce que les musulmans de France ont raison de se dire étrangers à la dynamique qui a été initiée par les frères musulmans? Et paradoxalement, c'est très dangereux ce que je vais dire. Je dis non, ils n'ont absolument aucune raison. Non, il faut revenir. Quel rôle ont joué les frères musulmans? Bon, et la réponse, elle est double. Ils ont joué, selon moi, un rôle extrêmement important dans l'histoire politique de cette région du monde, dans le contexte de la décolonisation, premièrement. Deuxièmement, nous avons des frères musulmans une image systématiquement déformée. Pourquoi? Eh bien, parce que, premièrement, j'ai dit, parce qu'ils ont joué un rôle important, parce qu'ils ont eu une capacité de mobilisation, parce qu'ils ont renouvelé les règles de la mobilisation politique dans toute une région du monde. Et donc, immédiatement, ils ont mis en danger les pouvoirs établis. Qui étaient les pouvoirs établis? Trois sortes de pouvoirs établis. Celui qui dit le plus de bêtises sur les frères musulmans, c'est un monsieur qui s'appelle Abdel Nasser. D'accord? Donc, ils ont déjà mis en danger les pouvoirs politiques dans toute une région du monde, et donc ils sont la cible des raccourcis descriptifs des régimes arabes. Et puis, bien sûr, ils ont mis en danger l'équilibre colonial quand on était dans l'époque coloniale, et l'équilibre impérial quand on est passé dans l'époque de domination impériale, et donc ils sont la cible de tous les gouvernements, de toutes les forces politiques, gouvernement et souvent opposition, dans le monde occidental. Et puis il faut en rajouter une couche. Qui est-ce qui aime criminaliser les frères musulmans? Qui est-ce qui aime dépolitiser les dynamiques politiques et faire porter la responsabilité des tensions à la culture de l'autre? Il est frère musulman, donc il faut qu'on l'occupe militairement. C'est les Israéliens. Donc, il faut... On en reviendra à ça. J'aurais des questions à vous poser, François Burgal, là-dessus. Juste pour terminer sur cette séquence, vous disiez qui sont les frères musulmans, qu'est-ce qu'ils ont réalisé, oui, c'est-à-dire de quoi on parle. Est-ce qu'en quelques mots, parce que c'est un vaste sujet, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas ce sujet et qui nous écouteraient, est-ce que vous pouvez leur dire, vous avez rappelé des dates en Égypte, 1928. Bon, 1928, c'est dans le monde musulman, c'est la fin du califat ottoman. D'accord? C'est la fin de toute expression institutionnelle de l'appartenance religieuse dans le champ politique national et international. Eh bien, en écho, viennent les frères musulmans. Alors, que font les frères musulmans? Et vous verrez, c'est relativement important. Je vais monter tout de suite. Alors, ils créent une confrérie. Elle naît dans la région de Suez, qui est encore colonisée par les Anglais. Donc, l'idée de la domination coloniale est absolument essentielle dans la compréhension de ce que va apporter cette dynamique des frères musulmans. D'accord? Pour pas que j'oublie de le dire, cette dynamique, de mon point de vue, extrêmement positive, extrêmement importante, initiée par les frères musulmans, elle va être réappropriée dans le monde musulman par des tas d'autres courants.
Et c'est un autre courant, eh ben, ils vont se jouer la rivalité. Donc une partie du discours de discrédit des frères musulmans viendra aussi de ceux qui, dans ce processus, sont marginalisés ou enfin sont concurrents avec les frères musulmans. Vous pouvez entendre un discours salafi anti-frères musulmans, mais vous pouvez entendre également d'autres voix musulmanes parfaitement légitimes critiquer les frères musulmans sur la base simplement d'une concurrence interne à la mouvance musulmane. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères musulmans? Premièrement, ils ont redonné sa légitimité au lexique de l'appartenance religieuse dans le champ politique. Ça, je vais le répéter 3 fois, c'est extrêmement important. Le lexique politique, en 1920, a été à peu près complètement envahi par les catégories importées du fait de la domination occidentale. Donc toute une partie de la société égyptienne, en l'occurrence les classes moyennes, n'ont pas de lexique politique, parce qu'ils ne veulent pas parler marxiste, parce qu'ils ne veulent pas parler libéralisme occidental, ils sont aux marges de l'action politique interne. Les frères musulmans vont leur dire, le lexique intuitif légué par vos parents de votre appartenance religieuse peut servir de lexique politique, peut servir à vous donner des droits, à défendre vos droits à l'intérieur de l'enceinte politique nationale, en l'occurrence égyptienne, colonisée par les Britanniques. Ça, c'est la première démarche importante. Et je vais tout de suite en venir à la logique de ma démarche. Je vais vous dire, est-ce qu'il existe des musulmans aujourd'hui, bon, à part Chalroumi, il y aura toujours Chalroumi, mais est-ce qu'il existe beaucoup de musulmans aujourd'hui qui sont contre cette idée, qui sont contre, qui nient toute légitimité de l'appartenance religieuse, toute légitimité d'interférence de l'appartenance religieuse avec le politique? Non, à ma connaissance, non. Donc, je dis, attention, ne dites pas on est anti-frères, parce que vous êtes concernés par ce qu'ont fait les frères. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères? Vous voulez dire dans le monde musulman? Vous voulez dire seulement dans le monde musulman? Vous voulez dire aussi en Occident? Juste dans le monde musulman. Dans le monde musulman, qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères? Ils ont donc permis à des classes sociales qui étaient exclues de la sphère politique d'y participer. Et je voudrais attirer votre attention. Bon, je suis gêné parce que c'est publié dans un livre que j'ai dirigé, mais une parole de Gamal el-Banna, le frère de Hassan el-Banna, qui est cité par un chercheur norvégien dont j'ai plaisir à citer le nom, c'est Brynjar Lia. C'est vraiment, pour moi, c'est une autorité dans la restauration de l'intégrité de l'image des frères musulmans. Donc, il y a un livre que vous n'avez pas cité qui s'appelle Histoire des mobilisations islamistes, qui est paru aux éditions du CNRS, co-dirigé avec Mathieu Ray. Là-dedans, il y a un papier de Brynjar Lia, le norvégien, qui cite Gamal el-Banna. Et Gamal el-Banna, on lui dit, pourquoi ça a marché, les frères? Qu'est-ce qu'est l'originalité de ce qu'a fait votre frangin? Et il met l'accent sur quelque chose qui n'est jamais mentionné dans le bilan des frères. Il dit, les frères musulmans ont permis à des menuisiers. Alors, menuisier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire des balayeurs. Ça veut dire des gens de la classe moyenne. Il dit, il a permis à des menuisiers de gouverner des pachas. Il a donné un lexique politique à toute une partie de la société, majoritaire numériquement de la société égyptienne, qui n'avait pas de lexique politique ou qui n'était pas à l'aise avec le lexique politique dominant, et il lui a redonné son rôle dans la dynamique de régulation des tensions à l'intérieur d'une société, dans le jeu politique. Ça, c'est extrêmement important. Et moi, je repose la question, connaissez-vous beaucoup de musulmans qui renonceraient, qui critiqueraient cette dimension de la démarche des frères musulmans? Non. Donc, il ne faut pas dire je suis anti-frères musulmans. Dites je ne connais pas les frères musulmans. Dites j'ai eu la tête lavée par la propagande trilatérale de Israël, des Occidentaux, des régimes arabes et des concurrents, et des concurrents, parce que les gauches arabes ont malheureusement chevauché ce discours de criminalisation simplificatrice jusqu'à nos jours. Vous avez des gens que j'aime bien, qui sont des amis, des collègues, qui depuis les gauches arabes flattent le raccourci analytique du regard occidental sur la mobilisation islamiste. François Burga, juste pour l'échange, pour permettre d'approfondir la réflexion, vous savez aussi très bien que beaucoup de gens ne surréagissent pas seulement sur la question des frères musulmans par rapport à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire sur cette idée que les frères musulmans sont les premiers à avoir inventé un lexique politique
qui permettent à des populations musulmanes du monde musulman de pouvoir exister, de pouvoir se projeter sur ce que serait une action politique. Pour beaucoup de ces gens qui critiquent les frères musulmans, c'est beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, peut-être qu'ils le disent par ignorance, hein, ça peut être des projections ou ça peut être le travail d'une propagande, effectivement, mais ils y voient aussi une idéologie, c'est-à-dire pas seulement une phraséologie, un lexique, mais aussi une idéologie, la mise en place d'un ordre normatif contraignant, Ah ouais, liberticide. une expression Voilà, radicale. vous voyez tout ce qu'il y a derrière. Il se Voilà. focalise sur l'expression radicale. Vous savez, j'ai relu des notes avant de vous répondre ce matin, et j'ai retrouvé une métaphore que j'employais. Ça fait longtemps que je raconte exactement la même chose. Ça fait longtemps que je réponds exactement aux mêmes questions. Et j'avais, il y a 30 ans de cela, j'employais tout le temps une métaphore que j'avais complètement oubliée. Et je disais, imaginez qu'une soucoupe volante arrive de la planète qui vous plaît, Mars ou Vénus. Elle se pose sur l'Antarctique. Et les gens descendent, ils regardent par terre, ils disent oh là là, c'est de l'eau. Eh bien, l'eau, c'est très très froid et c'est très très dur. Euh, Ça fond quand on réchauffe. Bon, voilà. Ils remontent dans leur soucoupe. Mais des collègues à eux se sont posés au bord des chutes du Niagara. Alors, leurs conclusions vont être complètement différentes. Oh là là, l'eau, c'est un truc monstrueux, qui est une force qui arrache tout, etc. Et puis une troisième soucoupe volante s'est posée sur le lac d'Annecy, enfin un peu multiplié, où c'est perdu dans un nuage de vapeur d'eau. Vous vous rendez compte qu'un même corps, et moi je dis une même dynamique de réislamisation, peut produire des sons et des effets selon le contexte qu'elle traverse, qui sont radicalement différents. Et ça, c'est absolument essentiel dans ma démarche. Il y a une autre image qui vaut ce qu'elle vaut. C'est un aveugle qui découvre un éléphant. Alors, il a la trompe dans les mains, il dit ah oui, un éléphant, ben voilà, c'est un long tube de plusieurs mètres qui est assez souple et tout. Et puis un autre, lui, découvre une oreille. Il dit ah oui, un éléphant, c'est un tissu très plat, très flottant. Et le troisième touche la queue et a des conclusions différentes. Là, prenons l'exemple de la gauche. Quand même, pas mal de chercheurs disent ça. La gauche, la dynamique d'affirmation de la légitimité, de la redistribution sociale dans l'appareil économique a produit le Parti socialiste et a produit Action directe. D'accord? Donc, la dynamique islamiste ne peut pas se laisser enfermer. Ça, c'est le discours de discrédit dans l'image donnée à ce paysage complexe par Daesh. Parce que oui, bien sûr, la mobilisation islamiste a donné des extrêmes politiques qui sont tout à fait inacceptables d'un point de vue universel. Qu'est-ce que c'est la ligne rouge? Quand on commence à criminaliser un autre, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Quand les Daeshis ont criminalisé les chrétiens yazidis qui n'avaient absolument rien à voir avec la formule politique de leur oppression, ils ont franchi une ligne rouge derrière laquelle personne ne peut les suivre. Mais les Daeshis ne représentent en aucune façon la dimension majoritaire de la matrice de la réislamisation. Ils en constituent un extrême. Donc oui, bien sûr, des gens se sont démarqués des frères musulmans parce qu'ils ont eu peur de la dimension normative. Mais si on suit après concrètement ce qui s'est passé quand il y a réislamisation, on va voir que d'abord, réislamisation, je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire aux musulmans. Ça peut vouloir tout dire et l'inverse. Parce que la réislamisation, la reconnexion avec l'univers symbolique de l'appartenance héritée par-delà la fracture coloniale, ça peut donner toute une gamme d'appropriation. Encore une fois, une formule que j'emploie tout le temps. Les islamistes, ça va. On disait il y a 30 ans, ça va des talibans à Erdogan ou à Erbakan, on disait à l'époque. Et aujourd'hui, moi je dis le père de l'islamisme turc qui avait d'ailleurs désapprouvé totalement l'émancipation politique de son poulain, qui était Erdogan. Absolument, Mais ça, c'est une absolument, parenthèse. absolument. Mais ça, c'est entre parenthèses. Mais disons que moi je dis, ça va de Baghdadi, le fondateur exemplaire de Daesh, à Ranouchi, qui est en prison après avoir dirigé le Parlement. Donc, tout le temps, si vous me placez sur ce terrain-là, je dirais,
faites attention, la plupart des gens, quand ils parlent des frères musulmans, y compris à l'intérieur de la communauté musulmane, ont subi, pour une part, le lavage de cerveau qui est parti des régimes arabes jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Des millions de dollars sont dépensés pour criminaliser les, ouvrez les guillemets, frères musulmans. D'accord? Pourquoi? Parce que lentement, la mobilisation islamiste va s'avérer comme la plus fonctionnelle sur le plan politique, et donc lentement, elle va apparaître à tous les gouvernants arabes comme l'ennemi à abattre. Et nous avons l'exemple actuel le plus spectaculaire, le plus signifiant, c'est les Émiratis. C'est la phobie des Émiratis contre quoi? Contre la démocratie. Ils ont peur de la démocratie, ils n'ont pas peur des frères musulmans, ils n'ont pas peur de l'exégèse religieuse que font les penseurs dits islamistes. Non, ils ont peur de gens capables de mobiliser des majorités pacifistes oppositionnelles. D'accord? Et pourquoi? Mais alors, qu'est-ce qui explique cette parce que vous disiez, ils ont peur, enfin, ils ont peur de la démocratie, ils n'aiment pas la démocratie, les Émirats Arabes Unis, mais le modèle politique que représentent les Émirats Arabes Unis, alors indépendamment des représentants politiques et de la ligne politique qui a été menée, ce modèle-là, vous le retrouvez ailleurs dans le monde arabe, que ce soit alors il y a la forme de l'émirat ou la forme de la monarchie, ou vous voyez ce type de Mais modèle. la dimension Pourquoi les Émirats? Pourquoi les Émirats sont devenus le fer de lance de la contestation anti-frères musulmans? Les Émirats, il y a une dimension purement anecdotique. Hein. Et moi, je l'ai vécu d'assez près. J'étais aux Émirats dans des colloques. J'ai entendu des émissaires émiratis se crisper au tout début du printemps arabe. Je veux pas faire porter au cheikh Rached Ranouchi, qui est une personnalité que je continue à considérer et que je salue au fond de sa prison, mais on dit souvent que Rached Ranouchi, au début du printemps arabe, a dit quant au régime de la péninsule, c'est comme des fruits mûrs, ils tomberont d'eux-mêmes. Et on dit que c'est cette menace-là qui a hystérisé littéralement les Émiratis, quand ils ont compris, comme les Occidentaux d'ailleurs, quand ils ont compris que dans les urnes du printemps arabe, il n'y avait pas des gauches ou des libéraux, je sais pas quoi, il y avait des islamistes, différentes nuances. 66% des voix en Égypte sont islamistes après le printemps arabe, d'accord? Et en Tunisie aussi, le pouvoir va arriver. Dès qu'ils comprennent donc que le moteur de la contestation politique ou démocratique, c'est des islamistes, eh bien ils vont dire l'ennemi c'est les islamistes, voilà. Mais c'est pas des divergences d'exégèse religieuse, c'est uniquement sauvons notre trône, voilà. Et donc la caractéristique des Émiratis, c'est pas la forme. C'est très compliqué d'analyser les formes politiques dans des pays qui sont noyés dans la ressource financière. Que ce soit le Qatar. Et justement, d'autres pays correspondent à cette description. L'Arabie Saoudite en premier, même s'ils sont en train d'épuiser la rente pétrolière, qu'ils sont en train de se réorienter économiquement, effectivement. Mais on avait l'impression qu'il y avait il y avait des raisons particulières qui expliquaient aucun régime ne peut, sauf à se suicider, s'opposer à la dynamique de réislamisation. Je n'ai pas terminé sur ce qu'ont fait les frères musulmans. Les frères musulmans ont donc rétabli la légitimité du lexique de l'appartenance religieuse dans le champ politique. Ils ont, se faisant, donné la parole à des tas de gens qui ne l'avaient pas parce qu'ils ne savaient pas parler occidental, entre guillemets, d'accord? Mais ils ont aussi poursuivi, parce que ça existait avant, mais ils ont fait franchir de nouvelles étapes à la dynamique qui consiste à restaurer la centralité du patrimoine musulman à l'échelle de la planète, à restaurer le droit du patrimoine musulman à interagir avec l'universel, à faire que la sphère symbolique musulmane sort du ghetto, du folklore. Pendant toute la domination coloniale, la sphère symbolique musulmane, elle est cantonnée au folklore. C'est des gens, ils mettent de la menthe dans leur thé, les phonettes sont différentes, les instruments de musique sont pas les mêmes, mais ils n'ont pas le droit d'interagir ni sur le domaine médical, ni dans aucun autre domaine avec l'universalité qui a été complètement confisquée par les Occidentaux. Eh bien, pas les frères musulmans, mais disons ce mécanisme qui donne naissance aux frères musulmans, c'est celui qui va accélérer
ce combat pour restaurer la légitimité, la centralité du patrimoine musulman à l'échelle globale. Et encore une fois, aucun musulman de nos jours qui est en bonne santé, à part Chalroumi qui ne l'est pas, ne peut nier la légitimité de cette dynamique-là. Alors, bon, puisque vous parlez voilà, de cette dynamique des frères musulmans, je voudrais qu'on en profite pour parler de cette question du vocabulaire. Alors, on va, de toute façon, on va essayer d'aborder, on va essayer aussi de revenir en France après, parce que c'est par là qu'on avait commencé, hein, avec ce texte qui a été voté à l'Assemblée nationale, cette commission d'enquête et voilà, cette dynamique assez inquiétante qui se déroule en France. Sur la question des frères musulmans, et je vais élargir la question, sur la question de l'islamisme ou de l'islam politique, hein, vous nous direz si ce sont des termes qui sont des synonymes. Est-ce que vous pouvez nous définir c'est quoi l'islamisme, c'est-à-dire du point de vue de l'idéologie. Par exemple, quand on parle de communisme, on comprend de quoi on parle. On parle d'une idéologie qui considère qu'il faut se réapproprier les moyens de production, renverser l'ordre bourgeois, établir une révolution, abolir l'État, etc. Quand on parle de capitalisme, on comprend de quoi on parle. Quand on parle de nationalisme, pareil. Quand on parle d'islamisme, de quoi on parle? Parce que dans le mot islamisme, il y a le mot islam, qui est une religion, qui est pratiquée dans de nombreux pays dans le monde musulman. Et quand on parle d'islamisme, on sous-entend qu'il s'agirait d'une idéologie qui aurait peut-être des marqueurs particuliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi renvoie cette idéologie et quels sont ses marqueurs politiques? Oui, mais je vais vous imposer l'usage d'une boîte à outils qui n'est pas celle que vous avez utilisée pour formuler votre question. Qu'est-ce que c'est pour moi l'islamisme? On va revenir, ça c'est des choses que j'ai écrites il y a 30 ans, hein, à la fin des années 80. J'ai dit la naissance du courant islamiste, c'est le déplacement sur le terrain culturel et symbolique de la dynamique de repositionnement à l'égard du monde occidental, colonial et impérial. Ce processus de repositionnement s'est dans un premier temps exprimé dans les limites du champ politique. Je suis algérien, je ne suis pas français, je ne veux pas un drapeau tricolore, je veux un drapeau d'une autre couleur, rentre chez toi, tu es assis sur ma chaise, tu n'es pas chez toi, je ne veux plus de toi. Ça, c'est la rupture politique et le lexique qui la permet de l'exprimer, c'est celui des indépendances. Mais c'est pas fini. Le processus moi je ne dis pas de rejet forcément, mais de repositionnement à l'égard de l'Occident, il va se poursuivre. Pourquoi? Parce que on va se concentrer sur l'Algérie parce que c'est une situation archétypique du processus colonial. Les Algériens vont dire ou les Égyptiens vont dire vous avez emmené les clés du canal de Suez en partant. Hein, les Algériens vont dire vous êtes restés dans le sud et vous contrôlez la production pétrolière. L'indépendance, ça consiste aussi à nous redonner le contrôle de nos ressources naturelles. Hein. Et donc, ce lexique qui va servir à exprimer cette phase-là de l'histoire, même s'il n'y a pas une coupure chronologique, les trois dimensions du repositionnement à l'égard de l'Occident sont étroitement mêlées, mais ça va s'appeler les nationalisations. Hein. Les sociétés anciennement dominées vont récupérer le contrôle de leurs ressources économiques. Mais c'est pas fini. Le pire, entre guillemets, est à venir. Le pire est à venir, et quand est-ce qu'il vient le pire? Il vient lorsque les sociétés anciennement dominées disent à l'Occident non seulement on te demande de te casser de chez nous, non seulement on te demande de rendre la clé du canal de Suez, mais en plus on a une mauvaise nouvelle à t'annoncer. À partir d'aujourd'hui, pour nous exprimer, nous n'allons plus employer la terminologie que tu nous as imposée comme étant la seule capable de produire de l'universel. On va se mettre à parler la langue de notre culture héritée, la langue de notre culture héritée. Or, il se trouve que la langue de notre culture héritée, c'est la langue de l'appartenance religieuse. Parce que avant l'agression, enfin avant l'ingérence occidentale, eh bien, il y avait une symbiose, alors dans des formes différenciées, bien sûr, entre l'appartenance religieuse et le politique. Donc c'est ça l'islamisme, c'est un mécanisme extrêmement, et encore une fois, attention, c'est un lexique, c'est pas une grammaire. Donc chaque fois que vous me direz, est-ce que ça, les frères musulmans le feraient? Je dirais, je sais pas, ça dépend du sens du vent, du contexte régional, du contexte international. Il n'y a pas une clé de lecture, ça c'est islamiste. Qu'est-ce qui est islamiste? C'est une dynamique politique qui s'exprime en référence avec l'appartenance religieuse musulmane, qui puise ses ressources, et c'est pas nouveau, donc ça c'est très. C'est juste un langage? C'est juste un langage, c'est-à-dire c'est juste de la forme, des mots, ou est-ce qu'il y a une pensée, une vraie pensée politique originale qu'on qualifierait d'islamiste, même s'il y a des différentes formes hein, à l'intérieur de ce champ-là?
vous touchez au cœur de ma thèse. Moi, si on veut me caricaturer, et même il y a des musulmans à qui ça plaît pas, parce que je vais dire, avec le lexique islamique, vous pouvez faire ci, mais vous pouvez aussi faire ça. Ce qui compte dans le recours au lexique islamique, je vais prendre un exemple extrêmement concret. J'étais content, c'est vraiment moi qui l'ai utilisé pour la première fois il y a 30 ans. Un paysan égyptien, eh ben, quand il avait des économies, il les mettait sous son matelas. Pourquoi? Parce qu'il était inconcevable qu'il mette ses économies dans un circuit bancaire. Pourquoi? Parce qu'il considérait que le circuit bancaire contrevenait avec la norme de sa culture religieuse qui était le riba, l'usure, l'intérêt. D'accord? Arrive l'islamisation. L'islamisation fait quoi? Elle crée des banques islamiques. Ne me demandez pas, enfin, elle crée des banques qui justifient le fait qu'elles ne font pas usage des mécanismes de l'usure tels qu'ils sont discrédités par le message religieux. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le paysan égyptien, il met son fric à la banque. Et il participe brutalement tout d'un coup à une dynamique de développement économique. D'accord? C'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie. Il n'y a pas une recette très simple. Non, on réconcilie des acteurs sociaux et politiques avec le lexique de l'action collective parce que on met un terme à cette rupture qu'a été la laïcité vue d'un point de vue musulman. Qu'est-ce que c'est la laïcité vue d'un point de vue musulman strict, hein, entre guillemets? C'est un message qui est venu du colonisateur et qui a dit, du jour au lendemain, vous voyez votre système symbolique, celui qui servait à fonder la légitimité des normes internes et externes de vos sociétés, ben c'est fini, c'est fini. Peut-être à la rigueur, bon, un petit peu dans la chambre à coucher, quoi, voilà, un petit peu de droit musulman dans le mariage, mais dans le salon c'est fini, et dans l'espace public, n'en parlons plus. Vous allez, et le monde musulman va importer, mais au premier sens du terme, le code civil suisse, des pans entiers des législations occidentales vont faire éruption dans les sociétés musulmanes. Bon, ben, l'islamisme met fin à cette rupture traumatisante, met fin à la dimension traumatisante de cette rupture. Mais est-ce qu'il est le propriétaire d'une grammaire stricte? Non, non. Et là, quand je dis ça, bien sûr, il y a même des musulmans qui vont dire ah oui, mais attention, il n'y a pas 50 façons d'interpréter le Coran. Et là, j'aggrave mon cas et je dis ben si, peut-être. Il y a plusieurs façons d'instrumentaliser la référence religieuse. Et ça, c'était un bon exemple que vous aviez donné, François Burga, sur le riba, l'interdiction du prêt à intérêt, de l'usure. Oui. Parce que là, on est au-delà d'un lexique, on est dans une proposition économique majeure qui est considérée comme une remise en cause du capitalisme financier, notamment, qui produit capital sur capital. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça, concrets, qui permettraient d'identifier des marqueurs politiques ou économiques que serait l'islamisme? Souvent, ce marqueur-là, c'est l'extrémité. Je vais jamais sur ce terrain-là. Je vais jamais sur le terrain de est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans la loi musulmane. Et puis je dis si, j'ai une exception. J'ai une exception, c'est l'interdiction de l'usure. L'interdiction de l'usure, oui, effectivement, c'est une l'interdiction de toute cette dérive de l'économie financière. Ça pourrait être un marqueur. Mais non, je ne peux pas continuer cette discussion parce que c'est pas du tout sur ce terrain-là que je me place. Encore une fois, ce que j'ai dit, moi, c'est que c'est un langage, c'est quelque chose qui rétablit la légitimité de la culture intuitive héritée du père symbolique, mais c'est pas la découverte d'un gisement de fonctionnalités politiques, économiques, nouveaux. Ah, il suffirait, et là je contredis bien sûr le sentiment d'un certain nombre de musulmans, il suffit pas d'ouvrir le Coran et à telle page on a la solution miracle. Non, on a un lexique politique qui est beaucoup plus fonctionnel, qui est perçu comme légitime par un beaucoup plus grand nombre de gens que ça n'était le cas du temps du Parlement égyptien des années 30 ou 40, qui était une espèce d'univers politique complètement importé de l'Occident et qui n'avait pas de prise réelle sur la société dans son ensemble. Je vous prends un autre exemple. Ce que je voudrais vous dire, c'est que tout ce que je vous dis en ce moment, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je n'en veux pas la paternité. Tout ce que je vous dis en ce moment m'a été suggéré, m'a été éclairé par mes contacts, tout particulièrement quand je passe 5 ans en Égypte avant d'écrire l'islamisme en face, par des contacts avec des acteurs du monde musulman. La trilogie
indépendance politique, indépendance économique, indépendance, enfin, il n'y a pas indépendance culturelle, c'est ces deux termes qui ne vont pas ensemble, mais disons autonomie. Il y a une autre décolonisation culturelle, c'est ça que vous voulez dire? Bien sûr, bien sûr. Il y a une autre expression que j'aime beaucoup, qui n'est pas de moi non plus, mais quelqu'un m'a dit, oui, les gens veulent voler de leurs propres ailes. Les islamistes, c'est les gens qui veulent voler de leurs propres ailes dans le contexte de la décolonisation. Donc, ils vont faire usage de références symboliques qui sont perçues comme endogènes. Et c'est ça la magie. Et quand je vous dis que c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai des dettes importantes. Hein. J'en ai à l'égard de Rachid Ranouchi, mais j'en ai peut-être plus encore à l'égard de Tariq el-Bishri, le juriste égyptien qui était nassérien et qui s'est rapproché du courant religieux parce qu'il s'est aperçu que si on voulait faire de la politique efficacement en Égypte, on ne pouvait pas se couper du lexique de l'appartenance religieuse. Et Tariq el-Bishri avait cette image qui était très très éclairante. Il disait l'État égyptien, l'État nassérien, il est efficace dans les grandes avenues du pouvoir. On peut prendre une métaphore urbanistique, les grandes avenues sont bien propres, bien nettoyées et bien éclairées. Mais dès qu'on rentre dans le tissu intime de la ville ou de la société, l'État, il est plus là. Il est plus là, il est plus actif. Alors on peut dire c'est sale, c'est pas organisé, ça marche pas. Pourquoi l'État nassérien échoue à prendre véritablement en main les tripes de la société qu'il entend gouverner? C'est parce que il s'en est pris à tout le tissu des associations religieuses. Les Nassériens ont détruit tout le tissu des associations soufis. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours considéré que les associations religieuses pouvaient être évidemment comme Kadhafi, comme tous les leaders nationalistes arabes. Ils ont considéré que les formes d'organisation liées à l'appartenance religieuse étaient concurrentielles à leur propre pouvoir. Hein, et donc ils les ont criminalisées. Donc c'est très très important de comprendre que l'islamisme, c'est un moment de l'histoire de la décolonisation. C'est le déplacement sur le terrain culturel et symbolique d'un mécanisme. C'est pour ça qu'il n'y a pas une contradiction entre les nationalistes et les islamistes. Ils ont poursuivi. Vous voulez dire que les islamistes sont des nationalistes ou des socialistes qui simplement ont adopté un vocabulaire islamique. Donc il n'y a pas de contenu idéologique, il n'y a pas de pensée islamiste qui les différencierait des nationalistes ou des communistes. Mais alors pourquoi ne pas C'est dangereux de dire non. C'est dangereux de dire non parce qu'après vous niez complètement qu'il y a eu une spécificité à la présence occidentale. Donc oui, bien sûr, mais en tout cas c'est pas automatique, c'est pas simplificateur. Je vous raconte une autre anecdote que j'aime bien mentionner parce que ça illustre un peu le désarroi des acteurs du monde musulman qui ont été contredits par cette dynamique. Vous savez que en 1990, quand le Front islamique de salut a remporté les élections locales, donc en juin, je me trouvais à Alger et mon téléphone, non pas portable parce que ça n'existait pas, mais le téléphone de l'endroit où j'étais joignable a sonné et j'ai eu la surprise d'entendre le rédacteur en chef du Monde qui me disait « Ah, Burga, il n'y a que vous qui disiez que les islamistes pouvaient remporter des élections. Tous les autres, ils disaient le contraire. Alors, c'est vous qui allez nous expliquer ce qui s'est passé en Algérie. » Et vous retrouverez, je pense à le 17 juin 1990, il y a un article qui est particulièrement prestigieux dans le journal Le Monde, s'appelle Le Cheval, parce qu'il est au milieu de la première page, dans la deuxième partie de la première page, et il a deux colonnes, deux appuis, les deux jambes du cheval. Eh bien, lorsque j'étais à Alger, au moment de la victoire du Front islamique de salut, des membres du gouvernement algérien m'ont invité, parce que j'avais déjà publié mon livre L'islamisme au Maghreb. Et donc, il y avait des ministres, comme partout dans le monde, analphabètes, et puis des ministres très cultivés. Le ministre très cultivé de l'époque, c'était Ibrahimi. Et Ibrahimi me reçoit chez lui, en compagnie de 2 ou 3 autres ministres, et il me dit « Alors, monsieur Burga, qu'est-ce qui nous est arrivé ?» C'était charmant, c'était étonnant. Et je lui réponds, rien de grave, monsieur le ministre. Ce sont vos fils par le sang et ce sont vos fils par l'histoire politique. Hein, donc les islamistes, c'est pas une rupture, c'est une continuité. Ça a été Saturne dévorant ses enfants. Hein. Oui. Si je poursuis sur votre métaphore. Oui, mais il faut pas sous-estimer la fracture qu'a creusé l'émergence des courants islamistes au sein des sociétés arabes. Elles sont entrées en tension avec
on va dire, avec les strates de la population qui avaient intégré les catégories de la modernisation au sens noble du terme, avec au sein de l'univers symbolique de la pensée occidentale. Je vous donne un autre exemple. Tarek El-Bishri, il me dit, vous savez François, tant que nous avons exprimé nos attentes et nos besoins à l'égard dans l'univers occidental, avec le lexique des idéologies occidentales, avec le marxisme, avec le libéralisme, il y avait toujours, y compris d'ailleurs avec la religiosité, il y avait toujours dans le paysage social et politique français un compartiment de la société qui nous soutenait. Ça pouvait être les chrétiens, ça pouvait être les communistes, mais on n'était pas seul. À partir du moment où nous avons utilisé la terminologie de l'islam, qu'on a dit non, non, la démocratie, ça ne nous intéresse pas, nous c'est Shura. À partir du moment où on a substitué... Shura, ça veut dire la consultation pour les non-arabophones, c'est la consultation. À partir du moment où nous avons substitué des concepts extraits de notre histoire morale, politique, culturelle propre, on s'est retrouvé seul. Et c'est bien le cas actuellement. Vous n'avez pas, dans tout le paysage politique français, des acteurs qui soient capables de produire un lexique rationnel de cohabitation ou de coaction avec les forces dites islamistes. Puisque, bien sûr, la droite part sur le terrain de la concurrence religieuse pure et simple, mais la gauche, illégitime. Pourquoi la gauche s'est séparée des Palestiniens? Parce qu'en 2006, les Palestiniens ont, en quelque sorte, islamisé leur façade, et à partir de ce jour-là, toute la gauche, c'était hypocrite, hein, c'était pas les vraies raisons, mais toute la gauche a dit on ne peut pas soutenir des gens qui sont des islamistes, hein, qui emploient la terminologie islamiste pour défendre leurs intérêts régionaux et internationaux. Eh bien, voilà, c'est ça les islamistes. C'est le personnel politique d'une partie de l'histoire de cette région du monde qui entreprend de rétablir la légitimité de l'usage d'un lexique perçu. Une autre forme extrêmement importante de mon point de vue, le lexique islamique n'est pas un lexique avant toute chose religieux. Le secret du fonctionnement de la mobilisation islamiste, c'est qu'il emploie un lexique endogène, homemade. C'est ça la recette. Mais avec un lexique homemade, vous pouvez faire ci et vous pouvez faire ça. Et vous pouvez faire des erreurs. Et attention, je ne suis pas en train de cautionner, de donner une... Quelles sont les erreurs? Quelles sont les erreurs que les courants islamistes ont commis, voilà, les 4-5 erreurs que vous avez notées sur le... Bonne question. Les courants islamistes doivent faire et je vais encore vous parler de Tarek El-Bishri. Tarek El-Bishri, voulant illustrer l'incapacité des sociétés islamiques à opérer certaines réformes qui ont un caractère véritablement universel. Il m'a dit cette phrase extraordinaire. Il m'a dit, François, croyez-vous que quand on résiste, on peut aller de l'avant? D'accord? La principale faute qu'ont fait les islamistes, ici et là, c'est d'illégitimer par principe toutes les mutations qui étaient intervenues dans les sociétés humaines pendant qu'eux-mêmes n'étaient pas aux commandes idéologiques. Et je prends un exemple extrêmement précis. Je vais prendre 2 exemples. Les talibans qui interdisent l'accès des femmes à l'éducation. D'accord? Pourquoi? Ah, mais parce que ça, c'est un truc occidental. C'est un truc non musulman. C'est un truc qui nous est venu de l'Occident. Erreur grave. La dynamique par laquelle la femme affirme sa superficie dans l'espace familial et son droit d'accès à l'espace public, elle est universelle. Rappelons quand même que c'est les femmes turques qui ont eu le droit de vote avant les femmes françaises. D'accord? On dit justement que pour l'Afghanistan, c'est la culture pachtoune, c'est-à-dire c'est un référentiel culturel et pas religieux qui serait oui, mais eux, le verbalisent comme religieux. Et je vous sers j'ai honte d'employer cette métaphore parce que j'ai dû l'employer 2000 fois dans chaque conférence que je fais. Je ne résiste pas au plaisir de l'utiliser, mais c'est un exemple de terrain. Je suis à Jérusalem en 1994 au moment des accords de Areha, Raza Areha, Jéricho, Gaza. Hein, et je prends un taxi pour me rendre à Gaza. Et c'est une Mercedes et je vais faire cette incongruité qu'on ne doit
jamais faire, je dis tout ça bien sûr avec humour, dans une voiture au Proche-Orient, en tout cas il y a 30 ans, je mets ma ceinture de sécurité. Et ça, c'est une offense pour le chauffeur, quoi. Mais pour qui tu te prends Et alors, on arrive dans Gaza, et à cette époque, on entrait dans Gaza, il y avait simplement des blocs de pierre sur la route, on slalomait, et on entre dans Gaza, et le chauffeur me dit, François, on est arrivé en Palestine libre, tu peux te débarrasser de ta ceinture de sécurité. Voilà. Tout tient dans cette anecdote. Une partie des islamistes a illégitimé des dynamiques de transformation sociale au nom du fait que c'est un vecteur illégitime. Toutes les transformations qui étaient arrivées sur le revers de la selle des militaires de la conquête coloniale ont été parfois discréditées à tort. Donc on a dans la dynamique islamiste voilà, des talibans, c'est-à-dire des gens qui vont dire on ne veut pas d'éducation des femmes, sans se soucier que l'éducation des femmes, elle a été combattue en Occident. Vous avez dans le monde arabe, vous avez des exemples dans le monde arabe, parce que pour qu'on comprenne de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le rejet viscéral de tout ce qui vient de l'Occident, des réformes qui n'ont pas été effectuées, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que dans le monde arabe, vous avez des exemples? Tout le comportement a une partie, risque d'avoir une partie réactionnelle. Le défi qui est posé aux islamistes, c'est de faire le tri entre ce qui est inhérent à un processus de domination par des forces illégitimes et ce qui est inhérent à une espèce de ce que dit Tarek El-Bishri. Quand on résiste, on ne peut pas aller de l'avant. Quand on est dans une posture réactive, je veux faire le contraire de ce que dit le dominant. Des fois, on va faire bien et des fois, on va faire mal. Et donc, cette notion-là, elle irrigue tout le comportement des sociétés musulmanes qui, dans certains domaines, ont dit, ben non, tout compte fait, ben non, la démocratie, c'est pas du tout, c'est même nous qui l'avons créé, la démocratie. Hein. Vous allez avoir, vis-à-vis du concept de démocratie, on est un petit peu sorti de ça, un spectre de réaction du monde musulman qui va de démocratia kufr, hein, et on entendra ça, même, je sais pas, Ali Belhaj. La démocratie et de l'infidélité ou de la mécréance. C'est une mécréance. Et on aura à l'opposé, et là je peux vous citer des exemples, la démocratie, mais c'est nous qui l'avons créée. C'est nous les musulmans, puisqu'on a tout de suite insisté sur l'importance du mécanisme de consultation entre les citoyens, etc., etc., etc. Donc, quelle erreur ont fait les islamistes? Voilà. Et ils ont trébuché parfois ici, évidemment, Daesh, évidemment, les extrémités radicales du spectre musulman ont trébuché sur le rejet d'évolution sociale qui avait été menée dans tout le reste du monde, qui n'avait pas considéré que c'était du venin injecté par l'Occident. Donc aujourd'hui, l'islamisme est un obstacle. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, et vous avez le droit de le dire, hein, on peut s'exprimer tout à fait librement sur cette antenne. Est-ce que, si je respecte la logique de ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut considérer que les idées islamistes ou les courants islamistes, et je vous demanderai ensuite, ce sera la question suivante, qui sont les islamistes aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que l'islamisme est un frein aujourd'hui justement à la modernisation, non, à la réforme du monde musulman? Mais c'est tout le contraire que j'essaye de vous dire. Là, je vous ai parlé d'une exception, mais auparavant, je vous ai dit qu'est-ce que ça avait fait quand on avait fait des banques islamiques. Non, non, l'islamisme est ce qui permet de réconcilier les dynamiques de modernisation avec les profondeurs des sociétés concernées et qui leur permet de surmonter le traumatisme de l'ingérence illégitime de l'Occident. Donc c'est tout le contraire, c'est tout le contraire. Les frères musulmans, de mon point de vue, sont des acteurs politiques qui ont rendu possible des mécanismes de modernisation bien davantage que ceux qui sont arrivés en parlant exclusivement le lexique occidental, prenant un autre terrain d'action. La dynamique, puisqu'on l'a déjà investi, de féminisation, d'affirmation des droits de la femme, d'accord? L'affirmation des droits de la femme pouvait se vendre aux sociétés arabes de deux façons. Débarrassez-vous de l'islam et vos femmes iront mieux. Hein, le colonisateur a toujours essayé de dire ça. Il disait, vous savez, enlevez votre voile et nous allons vous libérer. Et pour être libéré, eh ben, il faut que vous perpétuiez notre domination sur vous. Bon, ce féminisme-là a pris
sur une marge infime des sociétés musulmanes, mais c'est pas celui-là qui a fait progresser. C'est pas celui-là qui a fait que des femmes iraniennes, contrairement à ce qu'on dit, sont devenues, après la révolution iranienne, des acteurs politiques qu'elles n'étaient pas avant du temps du Shah. Ce qui a fait la force du féminisme, c'est lorsqu'il s'est nourri des références de l'appartenance religieuse. C'est le féminisme islamique qui fait évoluer les sociétés musulmanes. C'est pas le féminisme imposé par Madame Banater, hein, en opposition à tout ce que permet le respect de l'appartenance religieuse. Donc, il faut une harmonisation, c'est une harmonisation anthropologique d'une certaine manière. Oui, oui. D'accord. Alors, qui sont les islamistes aujourd'hui, François Burgat? Vous avez beaucoup insisté sur le fait que l'islamisme, historiquement, a été un mode de réaction, de résistance, de réappropriation de soi par rapport au colonialisme européen. On est aujourd'hui plus d'un demi-siècle après la fin des indépendances. Alors beaucoup parlent encore de colonialisme sous d'autres formes, mais bon, ça c'est un autre sujet. Qui sont aujourd'hui les islamistes à notre époque? Je vais vous faire deux réponses. Que veulent-ils et se sont-ils métamorphosés? Je vais vous faire deux réponses. D'abord, la réponse donnée par les petites mains de la propagande occidentale islamophobe. D'accord? Qu'est-ce que c'est un islamiste? On dispose d'une définition qui est extrêmement précise, concise, rigoureuse, par cette dame dont ça me fait pas particulièrement plaisir de mentionner le nom, mais ça sera la seule fois dans mon intervention, qui a été le support médiatique de la dernière vague islamophobe en France, Florence Bergeau-Blaclair. Interrogée sur, la question c'est, pensez-vous qu'on puisse être aujourd'hui musulman sans être frériste, sans être islamiste, sans être frère musulman? Elle répond, alors bon, elle l'a regretté cette réponse, hein, mais elle est enregistrée, vous pouvez la googler à tout moment. Elle répond: oh, moi j'ai connu une époque, il y a 20 ans, où on pouvait être musulman sans être islamiste. Mais cette époque-là, mais de nos jours, je ne sais pas si c'est encore possible. D'accord? Donc, la définition des islamistes par ceux qui les contestent, c'est mon avocat, Rafir Shekat, que vous avez, je pense, reçu sur votre chaîne, est traité d'avocat frériste dans la terminologie du ministère de l'Intérieur. D'accord? Alors, qui sont les islamistes? Tout musulman qui entend ne pas renier, ne pas discréditer les apports de son appartenance religieuse à sa personnalité de citoyen est un islamiste au sens de la fachosphère, au sens de ceux qui s'y opposent. Et c'est pour ça que paradoxalement, je dis, oh, je m'accommode de cette définition donnée par la fachosphère, parce qu'effectivement, à part la catégorie Chalroumi, c'est-à-dire à part 1% des gens qui acceptent de reprendre à leur compte, au nom de leur appartenance religieuse, le discours de stigmatisation de leur communauté, tous les musulmans sont islamistes, tous les musulmans sont fréristes, au sens noble du terme, au sens où, oui, ils veulent garder le droit d'interagir avec les apports liés à leur appartenance religieuse, civilisationnelle, culturelle, dans l'environnement politique où ils se trouvent, quel qu'il soit. Alors évidemment, ça varie si vous êtes aux Émirats ou si vous êtes en France. Et là, bien sûr, on a une problématique qui est différente. Les musulmans ne peuvent pas, en Occident, avoir des exigences comparables à celles qu'ils ont dans une société de majorité musulmane. Mais on ne leur laisse pas avoir le moindre droit à l'existence en tant que musulmans maintenant. Les sommets, l'extrémité. Alors, je vais vous dire quelque chose d'important qui déplaît souvent aux musulmans. Le moteur de l'islamophobie occidentale aujourd'hui n'est pas la concurrence entre deux prophètes, en l'occurrence Aïssa étant reconnu par les musulmans. C'est pas un conflit religieux, c'est beaucoup plus large que ça. C'est l'agonie, l'exacerbation des contradictions du suprémacisme blanc. La période historique dans laquelle on doit analyser l'islamisme, je l'ai dit déjà, c'est la colonisation et la décolonisation. D'accord? Eh bien, les anti-islamistes, c'est tous ceux qui n'acceptent pas qu'on sort de la période où ils avaient le monopole, où leur culture, leur civilisation avait le monopole d'expression de l'universel. C'est tous ceux qui n'acceptent pas de retourner dans le rang des nations et de traiter à égalité avec des gens, des peuples non européens. Et ça,
dirait ouais, vous exagérez un petit peu. Et quand on me dit j'exagère, je dis je vais vous rappeler les performances récentes d'un personnage assez emblématique de notre société qui est Bruno Retailleau, hein, ex-ministre de l'Intérieur, tout puissant, candidat privilégié de la droite, même pas extrême, aux élections présidentielles. Bruno Retailleau, il a dit deux choses. Il a dit ah bah le voile. Bon, dans le contexte, c'était en l'occurrence abat le voile dans le sport, mais abat le voile, c'est-à-dire qu'il a stigmatisé explicitement un des marqueurs identitaires d'une communauté donnée, mais il a fait bien pire que ça. Le pire de ce qu'a fait Bruno Retailleau, qui me permet d'affirmer que le moteur de l'islamophobie n'est pas religieux, mais il est civilisationnel en quelque sorte, c'est qu'il a dit le danger qui menace la France, c'est la régression des jeunes des banlieues vers leurs origines ethniques. Vous rendez-vous compte, minute de silence, vous rendez-vous compte de ce que veut dire cette formule. Cette formule équivaut à un crachat au visage de tous les citoyens qui ne sont pas d'ascendance européenne pure et dure. Tous ceux qui ont un doigt de pied à l'extérieur de l'Europe sont illégitimes dans leur gène, hein, dans leurs racines. Il y a le mal que la laïcité française permet de combattre. Donc, voilà, je pense avoir recentré ma réponse. Le mot frérisme, parce que c'est un terme qui est devenu courant depuis quelques années. On s'en fiche, la terminologie. On s'en non, mais par rapport à la fonction, parce que est-ce que c'est devenu un terme d'islamiste? Est-ce que c'est exactement la même chose? Bien sûr, c'est la même chose. C'est la même chose. Si vous voulez, la cible sémantique de la criminalisation des musulmans dans la sphère publique française a été en s'élargissant. Au début, on criminalisait, et on n'avait pas tout le temps tort, on criminalisait les actes d'une petite minorité de citoyens musulmans qui pensaient que il fallait Bill Yed avec la main, hein, c'est-à-dire avec l'action armée rétablir un certain nombre de dysfonctionnements. Bon, donc on a criminalisé ce qu'on pourrait appeler, ce que l'Occident appelait les djihadistes, parce que ce terme n'a pas évidemment le même sens vu depuis l'intérieur de la culture musulmane. Mais après, on a débordé. On a dit le type qui a une barbe et des pantalons un peu courts là, même s'il ne veut pas faire de politique, oulala, le salafi, disons, oulala, ça c'est dangereux parce que ça va nous fabriquer des djihadistes. Et puis après, on est passé au niveau où on a dit toute la mouvance des frères musulmans, c'est-à-dire cette mouvance que le pouvoir français avait considérée comme un interlocuteur légitime du temps du CFCM, du temps de Sarkozy. Hein, on l'englobe dans la sphère criminalisante. Mais on ne s'est pas arrêté là. Il y a des gens, bon, hors scandale ponctuel, Tarek Ramadan n'était pas un frère musulman. Tarek Ramadan se démarquait des frères musulmans, même s'il en était l'héritier d'une certaine façon. Mais on disait, Tarek Ramadan, tout ce qui tourne autour de Tarek Ramadan, c'est criminel également. Et puis après, on est passé au Bondi Blog. Donc, si vous voulez... Le CCIF aussi. Bien sûr. Après, vous avez l'évolution sémantique de la dénomination du méchant musulman a évolué. Frérisme, c'est la dernière couche. Parce qu'avant, on disait djihadisme d'atmosphère. Maintenant, on dit frérisme d'atmosphère. C'est tout. Donc, on va pas perdre du temps à dire qu'est-ce que c'est les frérismes. Non, c'est le lexique du discrédit que l'on applique aux décolonisés dont on n'accepte pas qu'ils reprennent pied dans l'espace politique égalitaire postérieur à la colonisation et postérieur à l'impérialisme. Parce que quel est le dénominateur commun de tout ce qui se passe actuellement à Gaza, chez Retailleau, chez Trump? C'est quoi le dénominateur commun? Est-ce que c'est le rejet de telle sourate du Coran? Non, c'est l'agonie du suprémacisme blanc. C'est l'agonie du suprémacisme blanc. C'est le refus par tous ceux qui se sont endormis dans le confort d'un accès hégémonique à l'universel, qui n'acceptent pas de ressortir de cette posture. Hein. Donc, bon, après, on peut décomposer les mécanismes de la posture politique des forces politiques françaises spécifiques. Ça, je l'ai déjà dit souvent. Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais soutenu Israël. Pourquoi? Parce que pour Jean-Marie Le Pen, le mauvais, le méchant, c'était le juif. D'accord? Mais après, non pas après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas le marqueur, c'est pas la Seconde Guerre mondiale le marqueur, c'est après la fin de la période coloniale, le méchant, l'ennemi intérieur, pour Marine Le Pen, c'est plus le juif,
c'est pas le musulman, c'est le décolonisé. D'accord? Par contre, du côté de la gauche, et ça je l'ai déjà dit, la gauche va se couper de toute la proximité qu'elle avait pu avoir avec la dynamique décoloniale à partir du moment où les décolonisés vont s'exprimer avec un lexique religieux. La gauche va dire « Oh, impossible, on peut plus soutenir ces gens-là. Ils avaient bien commencé, mais maintenant ils ont mal fini. Ils sont devenus des islamistes. » Donc on peut déconstruire ça. Mais en dernière instance, encore une fois, si vous êtes noir de peau en France, vous n'avez pas besoin d'être musulman pour être discriminé, pour être stigmatisé, pour être ostracisé. On voit Mais bien pas par que... le discours, mais pas par le discours politique et médiatique Si, qui mais exerce une si, grande violence symbolique. oui, mais si, parce que... Vous avez pas de discours Mais si, négrophobe assumé par la classe non, politique, non, par je les vais vous dire médias. la terminologie. Regardez comment est ciblé Rokhaya Diallo. Il y a soit les islamistes, soit les Oui, oui, oui. racialistes. Les racialistes. Voilà. Alors évidemment, il y a moins besoin de fabriquer, parce que majoritairement, démographiquement, ce sont les musulmans. Je dirais les musulmans, c'est le marqueur de l'appartenance à la génération des peuples du Sud qui ont été colonisés par les Occidentaux. C'est ça. Mais si vous êtes noir chrétien et que vous avez des revendications dans le champ politique français, vous serez traité comme Rokhaya Diallo de racialiste. Voilà. Mais c'est le même mécanisme. Mais simplement, oui, bien sûr, l'islam a confisqué un petit peu cette dynamique. Il en est le marqueur symbolique le plus fonctionnel, et donc le plus ciblé par la réaction du suprémacisme blanc. Mais je Est-ce qu'on peut, pense que le oui. vrai moteur, c'est le suprémacisme blanc. C'est un concept qu'on n'emploie pas assez souvent. Est-ce qu'on peut dire un mot quand même sur l'action des forces politiques, parler des forces politiques? On n'a pas beaucoup parlé de l'action d'Israël ou des États-Unis. Les États-Unis, par exemple, ont placé sur la liste des organisations terroristes les sections des frères musulmans situées en Jordanie, en Égypte et au Liban. À cause donc officiellement à cause de leur lien avec le Hamas. Par contre, les branches syriennes et yéménites ont échappé à ce classement, d'après le journal Le Monde. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de l'action concrète à la fois de Washington, de Tel Aviv, mais aussi des Émirats, là de manière plus concrète, y compris en France, par exemple. Là, on parle souvent de Mediapart a consacré un article là-dessus sur l'influence des Émirats sur la politique française. Est-ce que vous voulez nous toucher un mot sur Oui, bien sûr. la responsabilité de ces pouvoirs politiques J'ai dans ce commencé, phénomène? j'ai commencé à répondre à votre question tout à l'heure. J'ai dit l'une des caractéristiques de la mobilisation islamiste, c'est qu'elle a été efficace, c'est-à-dire qu'elle a polarisé un grand nombre. Pendant une décennie, l'un de mes collègues très médiatisés dans le domaine de l'islamisme nous a expliqué que les islamistes avaient une peur panique des élections. Parce que s'il y avait des élections, ils savaient qu'ils retourneraient à la marginalité. Bon, et on voit bien que c'était complètement faux. Donc, du fait que les islamistes avaient des capacités à mobiliser des majorités, ils ont été immédiatement la cible des pouvoirs établis. Qui sont ces pouvoirs établis? Les puissances coloniales d'abord et impériales ensuite, mais Israël, bien sûr. Alors le mécanisme, c'est toujours pareil, c'est on veut dépolitiser une situation de tension, c'est-à-dire qu'on veut vous faire croire que les gens à Gaza résistent parce qu'ils sont musulmans et pas parce qu'ils sont occupés militairement, d'accord? Mais le vice, le caractère pernicieux de la situation que nous vivons actuellement, c'est qu'une grande partie du processus de criminalisation des musulmans est alimentée et financée au sens premier du terme par les États autoritaires, par les régimes autoritaires arabes. Et évidemment, les Émiratis sont l'archétype pour les raisons qu'on a évoquées. Parce que pour eux, islam politique, ça ne veut pas dire exégèse erronée de notre héritage religieux. Ça veut dire recette politique fonctionnelle, recette de mobilisation fonctionnelle. Et donc, on s'en prend à ceux qui sont le plus dangereux, à ceux dont on sait qu'ils peuvent. Et ça, il est très, très important de le comprendre. C'est l'article de Mediapart qui dénonce le rôle des Émiratis. Moi, je l'ai vécu dans ma chair depuis 4 ou 5 ans. J'étais moi-même la cible de Global Analysis Watch, des gens comme Yann Hamel, toutes les petites officines qui, en France, par exemple, se sont focalisées contre Tarek Ramadan plus que nécessaire, parce qu'il fallait se focaliser, il fallait se démarquer de certaines dimensions de Tarek Ramadan, mais certainement pas de sa pensée citoyenne. Ceux qui se sont focalisés contre Tarek Ramadan, c'était les Émiratis.
Alors, ils faisaient double cause. Ils luttaient contre leurs adversaires politiques et ils luttaient contre le conservatoire de leurs adversaires politiques qui était l'État de l'Émirat du Qatar. Parce que l'Émirat du Qatar n'était pas en tension avec la dynamique des printemps arabes, à la différence des Émiratis et de tous les autres régimes autoritaires arabes. Donc, effectivement, la spécificité de la conjoncture dans laquelle nous vivons jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 semaines, le sondage discriminant, pernicieux, qui a été fait par l'IFOP pour accréditer, et là aussi c'était paradoxal, pour accréditer l'idée que les jeunes musulmans devenaient radicaux, hein, et bien elle était financée par l'argent émirati. Et donc c'est un cocktail extrêmement pernicieux, et encore une fois, quand Sisi vient nous voir en Europe, d'année 2019-2020, qu'est-ce qu'il nous disait? Je vais vous aider à lutter. Et il disait pas contre les extrémistes, il disait pas contre les terroristes, il disait contre l'islam politique. Hein. Et quand le ministre saoudien, l'ex-ministre saoudien de la Justice vient nous voir, je pense que c'est 2019, il est l'ancien ministre de la Justice, il a 400 exécutions capitales à son compteur, il vient voir nos responsables et il leur dit « Je vais vous aider à lutter contre l'islam politique ». Donc il faut bien comprendre que la criminalisation de l'appartenance musulmane en Occident actuellement est le produit d'une dynamique où il y a 3 acteurs, ou mettons 4. Il y a mes peurs d'hommes blancs, de voir que je vis une période où ma culture perd le monopole d'accès à l'universel. Ah, c'est désagréable. On sort du confort de l'hégémonie, d'accord? Donc il y a tout ce flux-là chez les Occidentaux. Mais il y a l'instrumentalisation par les Israéliens. Souvenez-vous de cette formule de Sharon en 2001. Il dit « Vous avez Ben Laden, nous avons Yasser Arafat ». Donc il faut suridéologiser la résistance au dysfonctionnement des ordres politiques internationaux, régionaux et nationaux et charger la culture de l'autre. Et puis vous avez tous les régimes autoritaires arabes, main dans la main, depuis le sommet de Sharm el-Sheikh en 1996, où Poutine, Bush, Moubarak se sont désignés un ennemi commun, les islamistes. Le pacte de la coopération dans la criminalisation des islamistes, ça date de Sharm el-Sheikh en 1996. Remonter cette date, elle éclaire absolument la situation que nous sommes en train de vivre. Donc, comment la dépasser, puisqu'on doit terminer? Il y a un chantier, moi, qui me tient beaucoup à cœur. C'est le chantier qui permettrait à la gauche de disposer d'un logiciel rationnel pour communiquer, pour interagir avec les courants islamistes. Et la gauche, elle ne l'a toujours pas, ce logiciel. Hein. Le PS, bon, vous avez vu le PS, là, il a par exemple voté la loi Yadan. Hein. Et le PS est-il encore de gauche? C'est une autre question, mon cher François Burgard. Mais à l'intérieur de LFI, vous avez encore le meilleur et le pire. Bon, j'ai pris des exemples, j'aime pas personnaliser, mais quand j'ai été très... c'est quand même un parti qui a été beaucoup ciblé et qui, parmi dans le spectre du champ de gauche, a quand même, quoi qu'on en pense, hein, on peut ne pas être d'accord avec LFI, hein, il n'y a aucune obligation, mais bon, a quand même été ciblé essentiellement je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour ces accusations d'islamo-gauchisme. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je dis, il y a encore le meilleur, je l'oublie pas le meilleur. Moi, certaines fois, j'ai envie, effectivement, même si j'ai des désaccords profonds avec Jean-Luc Mélenchon, j'ai envie de saluer certaines de ses interventions et de Rima Hassan, mais le même Mélenchon, c'est-à-dire le même moteur intellectuel de LFI, vous avez peut-être assisté à l'audition qu'il a eue devant la commission parlementaire, où il a facilement démonté justement cette accusation de complicité avec les terroristes islamistes, etc. Mais dans le même temps, Mélenchon, il a dit, bon, pas dans ces termes-là, mais je me suis mis sur la gueule avec Aït Ahmed parce qu'il avait été discuté avec les intégristes à Santé-Gidio. Donc vous voyez, le logiciel de Mélenchon, il y a 15 jours, était toujours dans la négation absolue de toute légitimité aux acteurs considérés comme islamistes. C'est comme De Villepin. De Villepin, ben, c'est mieux que les autres, c'est beaucoup mieux que les autres. Mais il nous dit quand même, on va aider les Palestiniens à quoi? À se débarrasser du Hamas. Ou du Hamas, parce qu'il ne dit pas Hamas, justement. Et donc, je dis, jusqu'à présent, la gauche, et puis j'ai d'autres exemples. Vous savez, hier, je prenais la parole à Lyon, et il y a 15 jours, je la prenais, je ne sais pas où, à Échirol, ou à Strasbourg, ou à Nantes, et je fais toujours la même remarque.
selon les gens qui m'ont invité à prendre la parole sur la Palestine, eh bien, il y a une partie du front anti-palestinien, mais il n'y a pas l'autre. C'est-à-dire que s'il y a des hijabs dans la salle, ben, il y a deux, trois égarés de LFI, mais il n'y a pas tout LFI. Donc, le front palestinien, pro-palestinien ou pro-droit international ou pro-universel humaniste, il est fracturé jusqu'à ce jour en France parce que, et là, les gauches arabes jouent un rôle, parce que je pourrais vous citer des noms dans le camp pro-palestinien qui se croient obligés de déblatérer des bêtises sur le Hamas. Et pour moi, on ne peut pas défendre les Palestiniens tout en leur interdisant de choisir par voie légale, supervisée par l'Union européenne, leurs dirigeants. Et donc là, il y a un hiatus. Le chantier sur lequel nous pouvons travailler, c'est de faire en sorte que la circulation, l'interaction soit plus spontanée entre les forces de gauche héritières de la fameuse laïcité révolutionnaire et les courants dits islamistes. Merci beaucoup François Burga, donc ce sera le mot de la fin pour cet excellent entretien, cet éclairage, cette analyse approfondie, historique, et qui nous a permis de mieux comprendre les enjeux autour de cette frénésie française autour de la question de l'islam politique. Je remercie tous nos auditeurs pour leur fidélité. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à décocher la petite cloche. C'est essentiel pour nous soutenir, hein, pour que ce travail puisse se poursuivre. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter de Mizan Info. Hein, vous y découvrirez beaucoup d'articles très intéressants sur l'actualité. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien sur Mizan TV. Merci.